Bonjour et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va vous faire le test de la Sony PlayStation Vita, donc qui est la nouvelle console portable de Sony, donc avec une puissance assez phénoménale puisqu'elle se compare quand même aux consoles de salon. Donc juste pour l'historique, c'est le successeur de la Sony PSP et de la PSP Go. À l'époque, la PSP Go et la PSP avaient pour défaut d'être sorties quasiment en même temps que la sortie des Xbox 360, donc du coup on avait l'impression qu'elles se comparaient en termes de puissance technologique à la génération précédente, donc PlayStation 2, Xbox et GameCube. Cette fois-ci, on n'a pas d'annonce sur une Xbox éventuellement 720 ou une PS4, ce qui fait qu'on se retrouve avec une console qui vous propose vraiment la même chose qu'une console, que la génération actuelle. On continue donc avec les caractéristiques techniques de la console, qui vous propose donc un écran OLED et tactile type capacitif de 5 pouces avec une résolution de 960 par 544, soit entre guillemets le double en termes de résolution, le quadruple même, par rapport à une PSP Go qui vous proposait que du 480 par 272. Au niveau du processeur, c'est un processeur ARM Cortex A9 quadricœur avec un processeur graphique, donc je vais vous éviter le nom, qui est en fait le SGX 543 MP4+. Donc par rapport à une tablette, c'est quand même plus sympa d'avoir un processeur graphique dédié. 512 MB de RAM, 128 MB de mémoire vidéo, un pavé tactile derrière, évidemment tout ce qui est boutons, les deux sticks analogiques, les deux gâchettes, et forcément un APN maintenant, malheureusement qu'en VGA, et une caméra frontale qui n'est qu'en QVGA. Le poids total est environ 260 grammes pour la version Wi-Fi et 279 pour la version 3G. Elle est disponible donc à 249 € pour la version Wi-Fi et 299 pour la version 3G. À noter aussi qu'il y a un partenariat entre Sony et SFR avec forcément des abonnements data qui vont avec. Voilà. Au niveau du packaging, rien de spécifique. On retrouve le chargeur, le câble USB, des cartes de réalité augmentée que je peux pas vous présenter là tout simplement parce que nous on a eu le pack presse donc qui n'était pas disponible avec la console, mais je peux juste faire un petit aparté concernant le chargeur chez Sony, parce que Sony a l'habitude d'avoir des choses propriétaires. On se retrouve donc avec un chargeur ici avec la prise en 8 et de l'autre côté le port USB. L'inconvénient de ce port USB, c'est que vous avez deux détrompeurs qui font que ce petit chargeur USB n'est compatible qu'avec le câble qui est livré par Sony. Voilà, avec les détrompeurs ici. Donc c'est vraiment très bête tout simplement parce que la PS Vita a du mal à recharger en USB sur des ordinateurs ou des chargeurs. J'ai essayé par exemple sur un chargeur de Samsung Galaxy Tab ou de iPad 2 et ce n'est passé sur aucun des deux. Donc du coup on va devoir se trimballer non seulement avec ça, plus ce chargeur, un autre chargeur USB pour que vous utilisiez un iPhone, un smartphone Android, etc. Pour ce qui est design, donc vous pouvez le voir, elle reprend quand même le design de la PSP première du nom. Donc juste à titre d'information, le dos tactile occupe tout l'espace derrière. Donc c'est un peu bizarre parce que pour la prise en main, on va avoir tendance à essayer de le tenir comme ça, ce qui fait qu'on va forcément taper sur le dos tactile. Donc en fonction des jeux, il va falloir l'activer et le désactiver. Donc je prends pour exemple FIFA, avec lequel on a tendance à tenir un peu plus fort. Le dos tactile sert justement à tirer dans les cages, puisque ce dos-là représente la cage. Donc faites attention, c'est assez bizarre. Dans mon utilisation perso, je pense que c'est pas encore, je pense qu'on n'a pas de jeu qui optimise vraiment l'utilisation de ce dos tactile, et pour l'instant c'est plus un gadget qu'autre chose. Pour l'écran tactile, c'est un écran, il me semble, fait par Samsung, donc OLED, 16 millions de couleurs, etc. Pour les contrastes, c'est assez bluffant. Et au niveau du rafraîchissement de l'écran, c'est aussi bluffant puisque du coup, alors que sur une PSP on avait un peu une sorte de trame d'effet Ghost et tout ça, on l'a pas du tout avec cette PS Vita, et ça c'est quand même super agréable. Alors je vous raconte même pas, si on compare ça à une 3DS avec son écran minuscule, c'est vraiment le jour et la nuit. Au niveau des boutons, on retrouve les fameux boutons de la PlayStation. Ils sont un peu petits au départ, c'est ce qu'on a cette impression, mais au final, en jouant, c'est quand même assez agréable et moi personnellement, je m'y suis vite habitué. J'ai particulièrement apprécié le pad directionnel qui réagit très très bien. Donc j'attends d'avoir un jeu comme Ultimate Marvel vs Capcom 3 pour tester justement tout ça en jeu de combat. Pour les sticks analogiques, rien à redire, ça marche du feu de Dieu avec un petit bout de caoutchouc au-dessus, plus pour accrocher. Et là-dessus, j'ai pu jouer à FIFA, Virtua Tennis et Uncharted, ça pose aucun souci. Au niveau des gâchettes, ce sont juste des boutons, donc j'aurais peut-être préféré des vraies gâchettes avec une course, etc. Malheureusement, ce ne sera pas encore pour tout de suite.
Voilà. On continue vite fait avec le bouton PlayStation qui vous permet en fait d'accéder au multitâche. Donc ça reste un multitâche de base. Hein. C'est-à-dire que si vous passez d'une tâche à l'autre, elle se met juste en pause. Vous ne pouvez pas lancer 2 jeux en même temps. Si vous lancez un deuxième jeu, le premier s'éteindra automatiquement. Voilà. Donc l'APN, la caméra vidéo qui est sur le côté, le bouton Select et Start. Sur le dessus, vous avez le bouton de mise sous tension, le port PS Vita, donc avec la cartouche. Donc là, on n'a pas de cartouche à vous montrer tout simplement parce que les jeux de test, on les a reçus en version dématérialisée. On a ici un port propriétaire accessoire, donc visiblement pour la sortie vidéo, pour d'autres accessoires, puisqu'il y a une vis ici, donc peut-être des caméras ou des GPS ou je sais pas quoi, sachant que tout est intégré déjà pourtant. Donc on verra avec ce que Sony nous proposera. Les 2 boutons de volume. Et sur le bas, donc la prise dock propriétaire, forcément, puisqu'on parle de Sony, et la prise jack, qui elle est universelle. Mais oui, c'est bien fait. À côté de cette prise jack, vous trouverez le fameux port PS Vita, donc avec la carte mémoire PS Vita, qui est malheureusement propriétaire. Et à l'heure actuelle, il n'y a aucun lecteur qui puisse lire cette carte mémoire. Il faudra passer donc par la PS Vita, et on reviendra dessus plus tard au niveau de l'interface et de la connexion avec une PS3 ou un PC, c'est assez galère à mon avis. Avant de continuer, je voudrais juste revenir sur l'écran, donc c'est écran OLED de 5 pouces avec une résolution de 900 par 544. C'est juste pour vous dire que effectivement, c'est un écran OLED, donc les contrastes sont bien présents et ça passe super bien. Là où je voulais faire un petit topo, ça concernait la luminosité puisque l'écran de la PS Vita est très lumineux et 90% du temps, j'ai joué avec 0% de luminosité, voire 30% max. Donc ce qui veut dire que ça permet effectivement d'économiser la console. On ne gagne pas énormément non plus, puisque l'autonomie d'une PS Vita, elle est similaire à une 3DS, donc c'est pas son point fort. Mais à savoir que voilà, on peut gagner 30 minutes en tout et c'est pas plus mal. Au niveau du son, on notera juste que les haut-parleurs sont devant et quand on tient la console, les haut-parleurs ne sont pas bouchés par nos pouces. Donc du coup, on a quand même du son qui est pas bouché et c'est pas plus mal puisque c'est en face et non sur le côté ou derrière. Voilà, à noter aussi que la PS Vita vous propose du Bluetooth 2.1 plus EDR, ce qui veut dire que vous allez pouvoir utiliser n'importe quel casque Bluetooth et ça c'est quand même super agréable. Ça reste gadget, je suis d'accord, mais dans l'absolu, moi je suis bien content quand même quand je suis dans mon canapé ou n'importe où d'avoir un casque sans fil et pas me trimballer un fil supplémentaire. Vous avez pu voir au niveau de l'interface, elle a changé puisqu'on ne récupère plus la fameuse interface utilisateur qu'on avait sur les PlayStation 3 ou les PSP, à savoir le XMB, donc Cross Media Bar. Vous savez, l'interface verticale, horizontale. Là, on retrouve forcément, puisque l'héritage et un peu la concurrence avec les smartphones sont pas très loin, le système de pages d'accueil, différentes pages d'accueil et une grille d'applications. Donc, on regrettera juste que Sony n'ait pas encore pensé à pouvoir mettre des répertoires et puis pour tout ce qui est déplacement d'icônes, ça marche exactement comme sur un smartphone. On appuie longtemps, hop, et on déplace là où on veut. Oups, voilà. Tout simplement. Vous pouvez bien évidemment ajouter autant d'écrans d'accueil que vous voulez avec le petit bouton plus ici. Voilà, et après c'est à vous d'organiser. Donc là par exemple, j'ai organisé avec les jeux PS Vita, les jeux PlayStation PSP et puis les fonctions de base. Voilà, au niveau des personnalisations, pas grand chose malheureusement. Donc on a cette grille de 10 applications par écran d'accueil. On peut changer bien évidemment la couleur du fond ou éventuellement mettre une photo. Mais bon, à vous de choisir vos photos quand même, parce que si on vous fait des photos avec la PNVGA, qui donc n'affiche que du 640 par 480, et tiré sur un écran de 960 par 544, ça risque de pas le faire du tout. Je vous parlais donc de smartphones, évidemment, avec le marché qui est quand même le marché de la console portable qui s'est bien ouvert avec l'iPod Touch, etc. Je pensais quand même que Sony allait rendre l'appareil à ses constructeurs de smartphones et tout. Eh bien, Sony a encore un peu de mal puisque Sony a pu proposer quand même des applications natives comme un client mail, etc. Il va falloir pourtant se contenter uniquement du navigateur et éventuellement de Google Maps. Donc on retrouve bien évidemment les applications AMI, NIR, etc. qui vous permet d'avoir accès au trophée PlayStation. Mais j'aurais préféré peut-être un client mail, un client Twitter, un client Facebook. Donc ça arrivera peut-être parce qu'on parle d'applications qui arrivent, mais je pense que Sony aurait dû l'intégrer dès le départ. Voilà. À titre de démo, hop, on va lancer vite fait
Journal du Geek. Donc vous voyez ici, vous découvrez le fameux clavier virtuel qui réagit assez bien là-dessus. Donc pendant que ça s'affiche, le navigateur est pas full HTML5, donc c'est un peu dommage parce qu'il y a des sites comme Vimeo par exemple qu'on arrive à accéder facilement depuis iOS ou un smartphone Android. Bah là on ne pourra pas y accéder tout simplement parce que on a la partie HTML mais on n'a pas la partie vidéo, ce qui est un peu dommage. Et je pense que Sony aurait pu se baser son navigateur internet sur WebKit parce que tout le monde l'utilise. Et là, pourquoi Sony a arrêté? Sony a référé son moteur à lui, je ne sais pas. On a fait aussi un test SunSpider qui a donné un résultat de 36 000 millisecondes contre 2000 pour un Galaxy Nexus. Donc c'est pour vous dire la différence de vitesse au niveau des traitements, du traitement JavaScript. Donc c'est dommage que Sony n'ait pas poussé le bouchon plus loin, surtout quand on sait quand même que c'est un processeur quadricore, alors que Galaxy Nexus par exemple ne propose qu'un processeur dual-core. Voilà, évidemment pas de flash. C'est pas trop grave puisque l'avenir nous fait penser qu'il n'y aura plus de flash. Et puis voilà. Pour revenir donc au navigateur, c'est pourtant assez rapide, malgré le fait que les tests ne soient pas hyper concluants. Mais je pense que Sony pourra améliorer cette partie grandement plus tard. Voilà. Donc comme je vous disais, pas d'autres applications à part Google Maps. On revient ici, hop, il suffit d'éteindre comme ça. On revient vers Google Maps et puis j'ai pas de client mail, j'ai pas de client Twitter, donc ça va être vraiment une console pour jouer aux jeux vidéo, du moins dans un premier temps. Est-ce qu'on peut sortir encore une console sans capacité multimédia? A priori non. Et pourtant Sony il faut quand même aurait pu faire mieux, tout simplement parce qu'elle se base sur les caractéristiques sur son OS. Elle ne propose, par exemple, alors que la PlayStation 3 vous propose une compatibilité DivX, MP4, etc. Là, la nouvelle console portable ne vous proposera que du MP4. Donc même du MP4 qui est encapsulé dans un point move ne fonctionne pas. J'ai mis par exemple des vidéos prises avec un iPhone 4S, c'est pas du tout passé et c'est vraiment dommage. Donc et pourtant au niveau de la puissance, là, hop, j'ai mis une vidéo qui était en MP4 en 720p. Elle passe assez tranquillement. Voilà, donc là-dessus on n'a vraiment eu aucun souci et sur l'écran c'est assez magnifique. Donc j'ose espérer qu'on puisse supporter des résolutions encore plus grandes et qui sait donc pouvoir sortir peut-être sur un écran TV. Voilà, on revient maintenant sur la partie photo. Pour la photo, c'est du classique, il n'y a pas de hop là, pardon. C'est assez classique. À noter qu'il y a une petite fonction quand même pour ceux qui veulent prendre des screenshots. Il suffit d'appuyer sur PlayStation et Start et ça vous fait une capture d'écran. Petite chose concernant donc tous les médias en général, Sony essaie de combattre le piratage forcément et dans ce cas ils nous proposent une solution qui n'est pas super géniale, simplement parce que si vous branchez votre Sony PS Vita sur un PC ou sur une console PS3, elle ne sera pas retenue en tant que lecteur de disque externe, donc en stockage de masse, ni même en MTP ou en PTP. Par contre, on aura accès à tout le contenu seulement via la PS Vita. C'est-à-dire que vous allez devoir installer un client sur votre PC qui va pointer sur un répertoire par type de contenu média, et puis c'est à partir de cette PS Vita que vous allez pouvoir accéder à votre musique, aux photos et aux vidéos. Et c'est là où le bas blesse, c'est que ça concerne surtout la musique, parce que si vos fichiers de musique ne sont pas correctement tagués, vous allez vous retrouver avec des fichiers à télécharger un par un, à sélectionner, cocher un par un. Donc c'est un peu aberrant et j'aurais aimé que Sony puisse proposer quelque chose peut-être un peu plus user-friendly ou peut-être un peu plus geek, parce que là c'est quand même... là j'ai de la chance parce que sur mon album de Coldplay ça passe très bien et que c'est bien tagué, mais si je me retrouve avec des MP3, des anciens MP3 qui sont pas tagués, c'est un peu mort. Voilà. Et c'est la même chose pour les jeux PSP et PS Vita, puisque pour les PS Vita, on n'a pas accès actuellement au store, donc il sera ouvert que le 22 février, donc on arrivera à ce moment-là. Donc en attendant, on est obligé de télécharger nos jeux de test sur la PlayStation 3, brancher la PS Vita
et les télécharger depuis la PS Vita. Donc on aurait pu utiliser notre manette sans fil sur la grande TV pour dire je veux ce jeu sur la PS Vita. Non, il va falloir être à côté de sa console avec la PS Vita pour transférer les jeux. Tout comme pour les jeux PSP. Donc si vous avez des jeux UMD, sachez qu'il n'y aura pas de conversion possible. Ce n'est que pour le Japon et c'est mort pour les États-Unis et l'Europe. Par contre, si vous avez des jeux PSP dématérialisés, vous pourrez les transférer sans problème. Il suffira juste de les retélécharger, de ne pas les installer et de faire le transfert depuis la PS Vita. Ouais. Avant de passer au jeu, un petit mot sur les fonctions sociales. Donc je vous l'ai dit, il n'y a pas de client Twitter, pas de client Facebook. Donc effectivement, vous pouvez configurer votre compte PSN depuis la PS3 pour pouvoir tweeter automatiquement, etc. Mais en attendant, ce n'est pas possible. Vous avez cette fameuse application Nier qui ressemble exactement à ce que propose la 3DS, c'est-à-dire savoir rechercher des joueurs qui se retrouvent dans votre entourage, dans un rayon donné, savoir où se trouvent vos amis pour pouvoir jouer avec eux, etc. Donc bon, pour l'instant, il n'y a personne forcément. J'ai pas d'amis avec une PS Vita, donc je vous testerai ça le jour où ça sera disponible. Et je vous ai pris quelques screenshots que vous verrez dans le test, qui vous permettra de voir un peu ce que font les autres. Voilà, en gros, vous avez votre activité. Là, vous aurez aussi les activités de vos amis, etc., etc. Classique. Voilà, on passe maintenant aux jeux et on va commencer par les jeux PSP et PSP Mini, tout simplement. Donc le premier que j'en ai mis un là qui est Tekken 6. On peut le voir que forcément la résolution va être différente puisque Tekken 6 sur PSP a été prévu pour des écrans de 480 par 272. Ici, on se retrouve avec du 960 par 544. L'avantage, tout simplement, c'est que maintenant, ça charge super vite, bien plus vite qu'une PSP ou une PSP Go. Et vous avez une petite option en laissant appuyer longtemps sur l'écran. Voilà, qui vous donne du filtrage bilinéaire, l'utilisation du joystick droit ou pas, permettre la capture de photos et surtout pouvoir choisir un espace de couleurs. Comme vous savez, c'est un écran OLED, donc du coup les couleurs sur la PS Vita sont ultra saturées, tandis que sur une PSP, c'est un écran LCD, tout ce qui est le plus classique, donc les couleurs sont un peu plus délavées et les programmeurs ont fait en sorte de s'adapter à cet écran. Voilà, on ressort de l'écran ici. On passe à un jeu PSP, comme vous pouvez voir, ça se charge assez rapidement, il n'y a aucun souci. Je vais lancer juste un petit combat pour vous montrer, pour vous donner un exemple de chargement. À ce propos, au niveau des chargements, à part Wipeout 2048 qui met 3 plombes à charger, tout le reste des jeux chargent assez rapidement. Voilà. Donc là, vous pouvez voir que on peut jouer tout de suite. Voilà. Maintenant, si vous voulez juste sortir du jeu, vous appuyez sur le bouton PlayStation et vous avez juste à fermer. Juste une petite chose ici, quand vous appuyez longtemps sur le bouton PlayStation, dans n'importe quel jeu, PSP ou PS Vita, vous avez accès donc à la luminosité de l'écran, volume de la musique, désactiver le microphone ou pas, et forcément accéder au chat audio si vous avez. Voilà. On va sortir du jeu maintenant. Pour les jeux PS Mini, ça marche de la même manière, donc forcément avec une résolution moindre, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux. On passe maintenant au jeu PS Vita. Donc là, l'avantage par rapport justement aux autres consoles jusqu'à maintenant, c'est que vraiment on a une qualité qui est équivalente aux consoles actuelles. Donc je vais vous montrer tout simplement Virtua Tennis 4, qui est vraiment l'exemple type, puisque entre la version console et la version Vita, il n'y a aucune différence. Alors, là, Sega a ajouté forcément le jeu tactile, donc je reviendrai là-dessus, on reviendra dessus sur le journal du gamer avec un test complet de Virtua Tennis 4, mais en attendant, je vous montre juste quand même graphiquement ce que ça peut donner, et c'est assez impressionnant, et en plus il charge super vite, beaucoup plus vite que la version PlayStation, donc c'est quand même agréable, tout simplement. J'avais pas aimé la version Virtua Tennis 4 sur PlayStation 3, parce que fallait le temps de chargement et je trouvais que ça collait pas du tout. C'est un jeu type arcade et ça collait pas du tout à un jeu à jouer dans un salon. Ici, sur une console portable, ça passe beaucoup mieux. Et là, vous voyez, là, graphiquement, c'est assez impressionnant.
Alors vous imaginez quand d'autres jeux arriveront dans le même style, comme Everybody's Tennis, Top Spin 4, etc. Donc voilà. On va passer à un autre jeu pour vous donner une autre idée. Donc il va mettre un peu de temps, on va couper quand même lors du chargement, ce qui n'est autre que Wipeout. Alors Wipeout, c'est le jeu que tout le monde attend, tout simplement parce que ça va être le premier jeu crossplay. C'est-à-dire que si vous avez des amis qui vont avoir Wipeout HD sur votre PlayStation 3, imaginez que vous avez votre PS Vita, votre ami n'a pas de PS Vita, vous allez chez lui, vous pourrez jouer ensemble à ce jeu puisque il y a cette fonction crossplay. Alors d'autres fonctions crossplay arrivent, comme MotorStorm RC, qui vous permettra de jouer sur votre console de salon, continuer votre partie sur la PS Vita et reprendre votre jeu sur la PlayStation en rentrant. Donc c'est ces petites fonctionnalités comme ça qui font que ça donne une idée de ce que va proposer plus tard Sony par rapport à, par exemple, typiquement à la Wii U, l'hypothétique Wii U de Nintendo, qui reprend un peu ce principe. Voilà, donc je vous montre juste pour Wipeout, puisque c'est quand même une démo technologique. Après, on aime ou on n'aime pas le style de jeu de course de Wipeout, puisque c'est quand même une certaine maniabilité. Moi, personnellement, j'adore, et je trouve que, bon, alors je vous passe la cinématique, et je trouve que ça colle parfaitement à un jeu portable. Et puis là, ça vous donne quand même une idée de... je vais choisir juste une course. Bon, voilà, donc vous avez pu voir qu'on peut gérer le pinch to zoom, etc. Voilà, donc là, vous pouvez voir que le temps de chargement est un peu long. Donc on arrive, donc on a dû couper un peu pour que vous ne patientez pas trop, puisque c'est quand même presque peut-être pas une minute, mais 30 à 45 secondes de chargement. Et c'est la même chose, chaque fois que vous recommencez la course, il y a au moins 10-15 secondes. Donc c'est le seul jeu sur la PS Vita actuellement qui prend autant en chargement. Voilà, donc là vous voyez quand même le moteur graphique est très très précis et c'est impressionnant. C'est-à-dire que là, on atteint un niveau que seules les consoles next-gen proposent. Forcément, maintenant, quand on compare aussi avec les nouveaux PC, c'est la même chose. Et là, vous voyez l'animation qui est quand même assez bluffante. Bon, là, je suis pas très bon parce qu'en plus, je joue en décalé. J'ai un peu de mal. Mais ça vous donne une idée de ce que propose la puissance de cette console. Alors forcément, c'est pour ça d'ailleurs que Sony communique beaucoup sur le fait que c'est une console pour hardcore gamer et que Sony attaque ce marché de plein fouet et n'essaie même plus de concurrencer la 3DS ou les smartphones ou l'iPod Touch sur le côté casual gamer, alors que la console le propose totalement. C'est-à-dire que vous avez un écran tactile et il y a d'autres jeux qui prennent en compte cet écran tactile. Je vais vous lancer par exemple Little Deviant, qui vous permet en fait d'utiliser le dos tactile comme contrôleur de jeu. Alors Little Deviant, c'est un jeu un peu à la Marble Madness. Tout simplement, au lieu de contrôler une boule avec le gyroscope, ce que la Sony pourra faire puisqu'elle intègre le système 6-axis, donc c'est un gyroscope plus un accéléromètre plus une boussole, vous utilisez en fait votre doigt derrière pour déformer le terrain et faire avancer la petite boule à un point précis. Voilà, alors on va lancer ce petit jeu. Une fois qu'on aura passé quand même toute cette partie de pub. Voilà. Alors, hop, on relance le mode histoire encore. Bon, j'ai pas trop joué à ce jeu, parce que la maniabilité est un peu bizarre, je vous avouerai. Et on y arrive. Donc forcément, il faut s'y habituer, parce que vous avez donc L et R pour pouvoir changer de caméra. Ah non, c'est pas tout à fait ça. Alors là, vous voyez notre bureau, tout simplement. Donc il y a des petits jeux comme ça qui prennent en compte le gyroscope et la PN. Donc je vous avouerai que c'est pas du tout ce jeu que je voulais vous montrer, mais bon, tant qu'à faire, puisque j'y suis. On va essayer de ressortir. Donc ça vous donne une idée des capacités qu'il y a. Hop, on va quitter. Oui. Donc on y arrive finalement. C'est ce jeu que je voulais vous montrer pour pouvoir utiliser le dos tactile. Ils appellent d'ailleurs le pavé tactile arrière. Voilà. Donc en gros, vous devez aller sur ce petit point. Une fois que vous faut récupérer la clé en premier.
là, vous avez la petite boule et avec votre doigt derrière, chaque fois que vous avez appuyé quelque part sur le dos tactile, eh bien, ça va déformer le terrain et vous dirigez votre boule comme ça, tout simplement. Donc c'est tout bête, hein, mais ça permet de se faire une idée de comment on joue, de ce qu'on peut faire. Donc, pour l'instant, je trouve que ça fait encore assez gadget, mais dans l'absolu et plus tard, quand les développeurs auront bien maîtrisé la chose, ça pourrait donner quelque chose d'assez sympathique. Voilà. Alors après, vous avez vu hein, qu'il y avait d'autres types de jeux, bon, un peu plus classiques avec la réalité augmentée. Donc bon, ça, je reviendrai pas dessus. Voilà. Alors je finis maintenant sur deux petits jeux. Alors deux gros jeux quand même, qui est FIFA. Parce que FIFA, c'est quand même une grande histoire d'amour à la rédaction. On y joue tous les midis, tous les soirs entre nous. Et en fait, c'est juste pour vous montrer quand même à quel point les équipes d'Electronic Arts, donc les éditeurs sont capables de nous fournir maintenant, en termes de jeux de qualité et de équivalent à une console. Donc là, on charge rapidement le FIFA et là, je vous montrerai pour finir Uncharted. Alors évidemment, ces tests se retrouveront aussi sur le journal du gamer, parce que là c'est juste une petite review pour vous donner un peu une idée d'ensemble, une vision d'ensemble de la console. Et vous imaginez bien que forcément la console se connecte. Petit mot en attendant sinon sur l'autonomie. Donc au niveau de l'autonomie, on tient environ 3 à 4 heures, 3h30, 4 heures en fonction des choses. Donc je suis à entre 0 et 30% de luminosité. Le Wi-Fi est activé quand j'en ai besoin. Et surtout, donc j'ai pu jouer avec le casque Bluetooth. Donc là-dessus, je pense pas que le Bluetooth impacte autant que ça sur l'autonomie. Voilà, on renomme maintenant à Electronic Arts avec ce petit test avec cette version de FIFA qui s'appelle d'ailleurs FIFA Football. Il me semblait que Football était déjà dans FIFA. Donc ça veut dire qu'on a Football International Federation, je sais pas quoi, Football encore. Donc bon, c'est Electronic Arts. La grosse différence par rapport à la version console, effectivement, c'est qu'il y a 2 boutons en moins. Donc du coup, c'est un tout petit peu moins technique. Voilà. Alors juste pour vous montrer quand même le moteur, qui est assez impressionnant, et surtout par rapport à une console de salon, c'est que ça charge relativement vite. Voilà. Attends, on arrive là. Voilà, donc c'est chargé, vous voyez, un tir, c'est chargé. C'est comme sur PC. Voilà, donc là c'est le moteur du jeu. Et c'est juste impressionnant. Voilà, c'est dommage que Electronic Arts n'ait pas pu intégrer le Tactical Defense, donc il faut revenir au Legacy Defense, comme ils disent. Donc c'était un peu comme sur PES à l'époque, pour ceux qui sont habitués. Voilà. Alors, au niveau des contrôles tactiles, Electronic Arts a amené 2 choses. On va essayer de récupérer la balle déjà. Donc, a amené 2 choses qui permet en fait de faire des passes en touchant l'écran tactile, tout simplement. Et même chose quand vous êtes en défense, vous pouvez choisir le défenseur que vous voulez. C'est assez pratique et beaucoup moins frustrant que quand vous essayez de prendre un défenseur et qu'il part un peu en live. Voilà, vous voyez là les passes. Bon, c'est un peu gadget, je trouve, parce que après il y a une question d'habitude. Maintenant, ça va dépendre de chacun. Le dos tactile est utilisé aussi, et en fait, le dos tactile est équivalent à la cage du gardien, et il suffit de toucher. Alors, je me mets en pause. Hein. Il suffit de toucher n'importe quel endroit, et le joueur à moins de 30 mètres va tirer ça va tirer à cet endroit-là. Donc ça simplifie pas mal de choses puisqu'on a plus à combiner vitesse, ça va combiner direction et puissance de tir. Donc là c'est gadget. Moi je l'utilise pas, mais bon, maintenant vous savez que ça existe. Voilà, j'en finis avec FIFA. On passe maintenant à Uncharted, qui est le jeu d'aventure tout simplement parce que c'est une toute nouvelle aventure de Nathan Drake avec des graphismes qui sont au top. Donc il y a un petit problème d'anti-aliasing à mon avis, donc ça scintille un tout petit peu, mais dans l'absolu, on joue vraiment, on a vraiment l'impression de jouer avec la version de salon, et ça c'est quand même appréciable. Voilà. Et d'ailleurs je vous conseille de jouer au casque tout simplement parce que la bande son est fabuleuse et en plus on peut jouer en VO, donc du coup ça, c'est super
c'est ce que je désire le plus, pouvoir jouer aux jeux en VO. Imaginez un Street Fighter avec des voix en anglais, ça passe pas du tout, là c'est la même chose. Alors l'avantage de Uncharted comparé à Uncharted, c'est un peu le jeu à la GTA Chinatown Wars sur DSR. C'est le jeu d'aventure assez prenante avec une belle histoire qui utilise toutes les capacités de la console, donc à savoir l'écran tactile par exemple pour des quick time events, l'arrière de la console pour pouvoir grimper aux lianes, etc. Donc pouvoir passer d'une plateforme à une autre en tapotant les différentes plateformes, c'est possible avec cet écran tactile. Savoir que Sony Ben Studio préférait quand même vous proposer de soit jouer au bouton, soit jouer avec l'écran tactile. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Donc là, ça vous permet de voir le moteur du jeu qui est quand même assez impressionnant. Voilà. Je crois que j'en ai fait plus. J'aimerais bien vous le montrer un peu plus, mais bon, pour l'instant, on va faire sinon des vidéos trop longues. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour avec la Sony PS Vita. Forcément, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser dans les commentaires. En conclusion, moi, ce que je peux vous dire, c'est que Sony axe sa console actuellement pour les hardcore gamers. Et dans ce sens-là, c'est vraiment pour nous, c'est pour ceux qui aiment vraiment les jeux vidéo, c'est la console qui fait plaisir. Je vous avoue que j'avais beaucoup d'a priori. Et au final, depuis que je l'ai, les autres consoles, l'iPod Touch ou l'iPhone 4 sont passés au second plan et je passe mon temps à jouer. Surtout que le line-up de sortie est quand même impressionnant. C'est-à-dire, entre les Uncharted, Wipeout, FIFA, Virtua Tennis, Gravity Rush, Lumines et les Ultimate Marvel vs Capcom 3, BlazBlue, etc. C'est quand même plus d'une cinquantaine de jeux qui seront disponibles dès le 22 février, donc il y a vraiment de quoi jouer. Et là-dessus, je ne peux. Enfin, du coup, si vous aimez vraiment les jeux vidéo, et quand je parle d'aimer les jeux vidéo, c'est donc les jeux vidéo et pas les jeux qu'on joue en 5 minutes dans une salle d'attente, là-dessus, moi, je peux décemment vous conseiller quand même cette PlayStation Vita qui est impressionnante à bien des égards. Il faudra juste que Sony développe un peu plus son côté grand public, c'est-à-dire ce côté PDA, ce côté réseaux sociaux, etc. Donc, heureusement, c'est que du soft, parce qu'au niveau hardware, on a tout. Elle se prend très très bien en main. Là-dessus, je trouve que la prise en main est même meilleure qu'une 3DS. D'ailleurs, à titre de comparaison, juste vite fait, on vous la compare typiquement à une 3DS. Vous voyez que ça, c'est plus grand, bien évidemment, mais c'est aussi épais. Et puis au final, de toute façon, c'est pas fait pour tenir dans une poche, donc ce sera dans un sac à dos. Et ça passe très bien. À titre de comparaison aussi, voilà, par rapport à un Galaxy Note au niveau de l'écran. Donc Galaxy Note qui propose un écran de 5,3 pouces. Le seul avantage du Galaxy Note là-dessus, effectivement, en dehors de ça, c'est un vrai smartphone avec une résolution quand même de 1280 par 800 et c'est quand même beaucoup plus encore plus impressionnant que le 960 par 544 ici. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour à titre de comparaison avec un iPhone 4S. L'iPhone 4S pourrait être rangé dans l'écran d'une PS Vita. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. On a un tout petit peu désolé parce que c'est vraiment très long et on voulait en parler. On voulait vraiment parler de cette console parce que pour tout amoureux de la technologie, c'est quand même un gap assez énorme, beaucoup plus important. Moi personnellement, je préfère beaucoup plus ce gap technologique que la 3D, c'est-à-dire que la 3D sans lunettes, qui pour l'instant est un gadget et tous les jeux auxquels j'ai joué sur 3DS, Resident Evil Revelation inclus, je joue sans la 3D tout simplement parce que ça me fait, je trouve que c'est pas super agréable au final, même si la 3D est très très bien gérée par Nintendo. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt sur le Journal du Geek.